Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une invitée qui est avec moi à distance. Mais bon, là, elle avait une excuse assez valable, même carrément valable. Elle est de l'autre côté de l'Atlantique. On aurait pu la faire venir en jet, c'est vrai, mais on va penser à la planète. Merci Ouais. Internet. J'ai fait plein de rimes en « et » alors que c'était pas du tout voulu. Je sais pas ce que ça donne, vous, dans vos oreilles, mais je trouvais ça assez ridicule. Salut Sandrea, ça va ? Salut, moi je valide les rimes, tu vois, je Merci. passe beaucoup de mon temps à essayer de construire mes phrases en vers, donc C'est vrai ? Ça c'est fait vrai. partie de Ouais, tes lubies ? ouais, ça fait délirer ma communauté, mais c'est un truc que je sais pas, j'adore en fait, je Mais trouve ça que vient c'est tout seul. sympa de lire. Ouais, Mais c'est un talent incroyable que tu as là. enfin ça vient tout seul. C'est de la pratique, tu sais, qui fait qu'au bout d'un Hmm. moment, tu commences à... Et Ton cerveau, il pense tout. t'es sur des alexandrins, t'es sur des... Non, t'as des règles comme ça ou... Oh, je sais pas si j'ai des règles, tu sais, mes bases, elles sont de la primaire, je crois, quand on nous a commencé à nous... Alors que c'est très loin, mais... Ok. Donc, est-ce que tu vas nous faire peut-être la surprise de nous parler en vers à un moment dans ce podcast, sans qu'on s'y Oh, attende. c'est possible, c'est pas Sans toi possible. libre. Après, ouais, je me Voilà. sentirais libre, il n'y a pas de problème. Après, low expectations, les gars, parce que j'ai tendance à te décevoir, donc... Écoute, t'as beaucoup aimé mes rimes de tout à l'heure, donc low expectations aussi de ton côté. On va être super correct. Alors, Sandrea, tu es aux États-Unis. Est-ce que tu peux un peu nous raconter d'où tu viens, quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu fous au Tennessee? C'est ça, Dans le Tennessee, Nashville? ouais, Nashville, à côté Tennessee. de Nashville, ouais. Alors écoute, moi je viens de la pointe des Ardennes. J'ai D'accord. grandi sans Internet pendant la moitié de... Enfin, non, plus la moitié de ma vie. Maintenant, le temps passe trop vite. J'avais 15 ans quand on a commencé à avoir AOL. Ok, Et alors qu'est-ce que... attends, t'avais 15 Ouais, ans quand vous avez eu le fameux CD jaune, là, 50 heures ouais. d'internet avec AOL. 100 divisé par deux parce que j'avais une sœur aînée qui, elle aussi, était Bah accro oui, à il faut MSN. partager. Bah ouais. Ok, donc t'avais 15 ans à ce moment-là. Je pense que tu dois avoir 35 ans, non? Ouais, 33. C'était rien à voir, tu vois. C'était une datation faite sur la Ouais. foi de tes informations, pas sur le physique, hein, voilà. Donc, ne te vexe pas. Ok, Non, je suis pas vexée. bon, très bien. Donc, tu découvres Internet avec le CD jaune d'AOL. Tu as Ouais, 15 ans, dans les Ardennes. ouais, ouais. Et YouTube, c'est venu beaucoup plus tard hein, parce que j'avais pas la connexion pour m'y connecter. J'ai essayé juste pour regarder les clips et puis finalement, c'est venu après un, un ex-copain. J'avais à peu près 19 ans, me montre YouTube, me montre les vidéos YouTube et tout, il me dit regarde, c'est trop bien. À la base, c'était une vidéo de Hagen Liga qui me montrait. Et il me dit Mhm. regarde, c'est trop bien et tout, ils font ça dans leur chambre et puis ils me montrent ça avec. Et je dis ah ouais, ok, ils ont vraiment que ça à foutre quoi. Et Et qui regarde, c'est ça? mais qui regarde, non mais qui passe son temps à regarder ça et puis on a rompu. Et puis je me suis retrouvée à avoir beaucoup de temps libre. Je travaillais beaucoup, mais j'avais une semaine de battement où j'étais pas en train de... Parce que j'étais tuteur d'anglais, je travaillais dans la coiffure, je faisais tout un tas de petits boulots Tu pour étais essayer tuteur de... d'anglais. Ça veut dire Ouais, quoi, tuteur d'anglais? tuteur d'anglais. Je donnais des cours particuliers à des enfants en anglais, quoi, D'accord, pour ok. les aider dans leurs études, Ok. collégiens, lycéens et tout. Et, euh, et donc, ouais, j'avais pas grand-chose à faire une semaine en hiver et je me suis reconnectée sur YouTube. J'ai commencé à regarder les vidéos. Je suis tombée sur les vidéos beauté lifestyle. Ça m'a plu. Je me suis dit, attends, moi je suis coiffeuse, moi aussi je peux partager des trucs et tout. Puis j'avais déjà un petit peu des notions de montage parce que justement cet ex-copain m'avait montré comment on montait ces vidéos Ok. YouTube et tout. Et je me dis, ok, ben j'ai ma webcam. J'avais une petite caméra, mais c'était pas une webcam, attention, j'étais déjà à la caméra numérique que mes parents m'avaient offerte quelques années auparavant et je me suis lancée comme ça sur un coup de tête quoi. Je m'ennuyais.
Ok, et là on est en quelle année? Tu te En rappelles à peu près? 2009. Ouais, fin 2009, décembre Ok. 2009. Donc toi, c'est marrant, t'es passé directement sur YouTube sans passer par la case Dailymotion. Ouais, bah en fait, Dailymotion, c'est plus francophone, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais t'étais Et encore dans les Ardennes à ce moment-là. j'étais encore dans les Ardennes, mais cet ex-copain était américain. En fait, j'ai grandi Hmm. dans la culture américaine. Mon amie d'enfance euh, était américaine. On s'est rencontrés quand j'avais 3 ans. Donc j'ai toujours en fait grandi dans cette culture, tout le temps enfourrée chez elle, parce que c'est plus cool de traîner avec les Américains Hmm. qu'avec mes parents. Et donc ouais, dans Dailymotion, j'en ai pas entendu parler avant peut-être 2012, ça se trouve. Ok. Au Ah ouais, moment où ok. la plateforme s'est écroulée, quoi. C'est ça. Bon, t'as pas perdu grand-chose, hein. T'as bien fait de ne pas miser non plus sur Dailymotion. À l'époque où Dailymotion voulait concurrencer YouTube, c'est moins le cas aujourd'hui quand même. Raconte-nous un peu je sais pas si on peut appeler ça ton amour ou ta proximité avec les États-Unis. Donc rien à voir avec ta famille, c'est vraiment lié à ce fameux meilleur ami qui était américain, c'est ça? Ma meilleure amie, ouais, elle est rentrée dans ma vie quand j'étais en pré-maternelle. J'avais très peu, si pas d'amis. Et elle arrivait d'un coup d'un seul dans ma vie et elle m'a demandé directement, on se connaissait pas, hein, tu veux être ma meilleure Hmm, amie. Et ça a fonctionné puisque 30 ans plus tard, on est toujours amis. génial. Et peut-être que c'est le fait d'avoir une étrangère comme ça m'accepter alors qu'elle me connaissait même pas qui a fait que j'ai eu un réel déclic pour elle. Donc, j'ai un peu généralisé quoi, les Hmm, États-Unis, quand tu es enfant, tu penses pas à tout ça. Et je me sentais vraiment acceptée par elle, par sa famille, par toutes les personnes après avec qui j'étais en contact qui hmm. étaient américains, parce que j'ai grandi vraiment avec beaucoup de personnes cette nationalité. Et ça vient principalement de ça, ouais, cette sensation d'être acceptée. Et tu t'es retrouvé peut-être assez rapidement, elle aussi, dans son mindset, comme on dit chez toi, dans son état d'esprit, parce que c'est vrai que c'est aussi très anglo-saxon, très américain, d'aller aussi facilement vers l'autre, de ne pas être renfermé sur soi. C'était un peu dans cette démarche-là que ta meilleure amie est allée te voir. C'est pas courant, et en même temps, c'est une jolie histoire. Ouais, pour moi, c'est l'une de mes plus belles histoires d'amour, si pas ma plus belle histoire d'amour, parce que je me dis, c'est quelqu'un qui m'a choisi, qui a dit, toi, pour X, Y raison, parce que elle a ses raisons, elle avait ses raisons, quoi, mais c'est dit, toi, je t'aime bien, en fait. Et c'était surtout parce que j'étais seule. Et elle s'est dit, moi, je Hmm. suis seule, toi, t'es seule, viens, on s'allie ensemble. Hmm. Et ça a fonctionné, quoi. Ok. Et donc, à quel moment tu te dis je quitte mes Ardennes natales pour traverser l'Atlantique? Alors, toujours grâce à cette meilleure amie, j'ai rencontré mon ex-mari qui était dans l'armée américaine et qui Mhm. était basé en Belgique. Ma meilleure amie travaillait sur cette base militaire et donc on est rentrés en contact comme ça ensemble. On s'est liés d'amitié, on est devenus romantiques, on a décidé de se fiancer, de se marier, tout ça, tout ça. Donc, à 22 ans, j'ai 21, 22 ans, j'ai fait mes papiers, visa, etc. J'ai pris mes 2 valises sous le bras quand j'ai eu mon papier, mon visa et tout ça. Et puis je suis partie, quoi, sans jamais regarder, Hmm. enfin sans regarder à ce moment-là en arrière, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivée là. Ok, donc lui, à ce moment-là, est retourné aussi aux États-Unis, hein, c'est ça? Donc, Ouais, ton mari? on s'est rencontrés un an avant, un peu plus d'1 an avant qu'il soit muté en Corée pendant 11 ans. Donc, on a fait 9 mois de relation Belgique-France, 11 mois Corée-France, Ah oui, 1 an France-Géorgie et ensuite Géorgie-États-Unis, quoi. Ah Et oui, Géorgie, l'État, pas le pays. l'État, exactement. Et ensuite, donc, après autant d'années de relations longue distance, eh ben, j'ai déménagé là-bas. Ouais. C'était la seule option, parce que lui, de toute manière, il était dans l'armée américaine encore à ce moment-là, Hmm. donc on ne pouvait pas faire Comment, l'inverse. comment ta famille, tes autres amis ont pris ce départ, cette décision? C'était pas quelque chose.
enfin, c'est quelque chose que mes parents, ils ont vu venir, ils voyaient venir depuis très longtemps parce que je n'ai jamais réellement sorti avec quelqu'un d'autre qu'un Américain. Hmm. Euh, Va expliquer le truc, peut-être que parce que je m'étais sentie, je vais y arriver, acceptée par une Américaine avant, donc je me suis dit qu'aucun Français pourrait m'accepter, je ne sais pas. Hmm. Mais ma sœur était déjà aux États-Unis, en fait, elle avait fait ses études là-bas, elle était partie en Oklahoma pour faire des études bibliques, parce que j'ai grandi dans une église aussi. Euh, D'accord. et, euh, et donc elle était déjà mariée, enceinte, avec un Américain, elle habitait en Floride, donc c'était pas choquant pour mes parents et j'étais la deuxième à le faire, tu vois, donc Ok. Et donc, l'état dans lequel tu as posé tes valises au moment où tu arrives aux États-Unis, c'est le Tennessee, c'est là où tu es actuellement? c'est la Géorgie. J'y suis D'accord. restée pratiquement 2 ans. Et puis, mon ex-mari a changé de branche. Enfin, pas de branche, mais il a changé d'emploi dans sa branche. Mhm. Et donc, on a été muté dans le Tennessee, puisque c'est l'un des seuls endroits qui avait Hmm. cette spécialité. Et on est arrivé et coup de foudre, en fait. Moi, j'avais pas du tout pensé que j'aimerais autant cet état parce que bah, j'étais plus attirée par la Floride, la Géorgie, les palmiers, etc. Et en fait, j'ai non, j'ai beaucoup d'amour pour cet état, pour les gens, pour la bienveillance. Nashville, pour nous, Français, ça évoque Johnny Hallyday, ça évoque Bien. Ouais, ouais, le ouais. rock'n'roll, ça évoque un peu tout ça. Ça a été fidèle à l'image que tu en avais toi aussi? Peut-être pas ses références. Si, 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 j'avais ces références. C'est plus Memphis, du coup, Johnny Hallyday, Elvis, le rock, etc. Nashville, Mm. c'est la ville du country, de la musique country. J'avais ces références, j'ai grandi dans la musique country et tout. J'ai grandi avec Taylor Swift qui vient aussi Oui, c'est vrai. de Nashville, donc c'était ouf pour moi. C'était l'un des éléments qui a fait OK, allez, vas-y, Tennessee, Nashville. C'est la ville de plein d'artistes, ça doit pas être si pourri que ça. Et en fin de compte, évidemment, non, c'est vraiment l'une des villes, moi, que j'apprécie le plus parce que c'est extrêmement intéressant culturellement, mais en plus de ça, tu gardes quand même ce côté hyper friendly, très. C'est une grande ville avec un esprit de petite ville, Mm. et ça devient une rareté aux États-Unis et ça va pas le rester pendant longtemps. J'ai vu la ville et ses alentours changer en l'espace de maintenant 8 ans, mais Mhm. c'est kiffant. Et ta meilleure amie, elle est dans les parages ou elle est dans un autre état? Elle est dans un autre état, on habite à 24 heures de route de l'une de l'autre. Ah ouais, Elle est dans l'Utah, ouais. ok. Ouais. Donc, ouais, tu la vois pas tant que ça, j'imagine. Euh, donc, tu es quand même restée aux États-Unis, tu es tombée vraiment aussi amoureuse de ce pays. T'as réussi à te faire ta vie, tu t'es refait un cercle, j'imagine, d'amis sur place. Ouais, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Tomber amoureuse, en fait, ouais, j'étais amoureuse, mais plus de la perception que j'avais des États-Unis. Et, euh, et puis bon, j'étais pas forcément confrontée à la réalité que c'est d'être résident américain, citoyen américain, de vivre vraiment Hmm. de- dans ce pays, parce que bah, j'étais premièrement un peu sous le couvercle de l'armée américaine qui a beaucoup d'avantages, le fait qu'on ait une assurance qui vienne directement, c'est quelque chose qui vient pas forcément autrement. Et plein de choses qui faisaient que j'étais un petit peu dans une bulle je me sentais vraiment safe et tout. Mhm. Et puis parce que je travaillais aussi pour la France, bah, j'avais pas en fait le problème de, tu sais, des 40 heures, de travailler plusieurs boulots, quoi. Je vis dans un privilège euh, qui est quand même assez ouf. Et puis il y a 2, 3 ans, j'ai eu ce que j'appelle une petite crise existentielle où j'ai remis absolument toute ma vie en question et tous mes choix et tout ce qui m'entoure et
pourquoi je fais ça et pourquoi les choses sont comme ça et tout. Et j'ai commencé à creuser un petit peu plus sur ce que c'est réellement les États-Unis, les lois, les, la justice sociale, le droit de la santé, etc. Et on va dire que la réalité m'a retiré un petit peu, tu vois, les papillons que j'avais dans le ventre avant quand je Mmh. pensais aux États-Unis. Maintenant, je suis un petit peu plus... Pourquoi? Parce que ouais, c'est un pays assez dur, hein, c'est sûr, avec des ouais, acquis, sociaux qui sont quand même pas les mêmes que chez nous en France. ouais. C'est là-dessus que tu as senti un choc, Un mmh, choc, ouais, ouais. un choc complet en fait, parce que moi j'avais vraiment ce rêve de l'American Dream, tout le monde peut venir, tout le monde peut réussir, et en fait, ben non, tout le monde peut pas venir, tout le monde peut pas réussir, tout le monde n'est pas accepté, tout le monde n'est pas protégé, tout le monde. Et puis, bah, quand tu es retiré de certains privilèges aussi, bon bah tu te rends compte du privilège que tu avais au départ et que le fait que bah, la plupart de la population ne l'a pas. Et non, j'ai été confrontée à la réalité de ce que c'est d'être américain, de vivre aux Mmh, États-Unis et tout. Et le système électoral, tout ça, il y a plein de choses que je connaissais absolument pas. Je me rendais mmh, pas du tout compte euh, réellement de ce que c'était, de ce que ça impliquait. mmh. Si on en vient à ta chaîne YouTube, donc quand tu arrives aux États-Unis, tu as déjà ouvert ta chaîne YouTube, c'est ça, hein? Tu es déjà Mhm. tu te tu te présentes déjà comme, youtubeuse, à l'époque? C'était déjà ton occupation, principale ou pas forcément? Le terme youtubeuse est venu quand même un petit peu après. Après que j'en vive, déjà est venu le terme youtubeuse. Mmh. Donc moi, j'ai eu la chance en fait de... J'ai commencé une chaîne anglophone en 2009 que j'ai arrêtée début 2012. J'avais entre-temps commencé une chaîne francophone parce que je savais que j'allais pas euh, parler régulièrement le français et que j'avais pas envie de le perdre parce que j'ai tendance... L'anglais prend facilement le dessus, c'est plus facile pour moi, mon cerveau se connecte plus facilement en anglais, je sais pas. Donc je me suis dit, si jamais tu ne le pratiques pas, tu vas le perdre et ce serait bête de le perdre. Donc j'ai arrêté ma chaîne anglophone, je me suis mis uniquement en francophone. J'ai eu la chance que la chaîne commence à bien fonctionner et c'est grâce à mes rémunérations YouTube, j'étais sous euh, network à ce moment-là, je le suis toujours, mais c'est plus le même. Mmh. Grâce à ça, j'ai réussi à me payer mon billet aller simple pour les États-Unis. Et à partir de août 2012, c'était mes seuls fin août, début septembre, c'était mes seuls revenus. OK. Et donc, Donc c'est mon métier à plein temps depuis plus de 10 ans, quoi. tu veux nous parler un peu de justement ta chaîne YouTube? Qu'est-ce qu'on y trouve? Enfin, déjà, peut-être que ta promesse éditoriale a évolué entre 2012 et 2022, c'est vrai, ça fait 10 ans, comme tu le dis. Tes premières vidéos, qu'est-ce que tu racontais? Qu'est-ce que tu partageais avec ton audience? Ça ressemblait à quoi, la chaîne YouTube de Sandrea en 2012? C'était principalement des conseils lifestyle, beauté. Il y avait un petit peu de tout. Tu pouvais retrouver une vidéo sur comment apprendre l'anglais ou euh, je parlais aussi de comment créer sa chaîne YouTube, comment faire pour que ça fonctionne. Je montrais des DIY, des t-shirts, comment customiser son t-shirt, comment se coiffer de telle façon, comment se maquiller de telle façon, quoi porter avec quoi. Et Mmh. puis, ça a vachement évolué parce que le monde de la beauté a pris une ampleur que je pense personne n'avait réellement vu venir. Euh, les marques ont senti le truc qui fonctionnait, quoi, parce qu'on est vite devenu la référence, nos opinions, nos avis étaient les plus importants et c'est en nous qu'on faisait plus facilement confiance et les pubs n'avaient plus autant d'impact et donc les marques ont commencé à se diriger vers les youtubeurs, youtubeuses et donc moi j'ai commencé à concentrer un petit peu plus mon contenu pour que ça puisse rentrer dans cette ligne éditoriale qui est un peu plus spécifique à la beauté, quoi. Mmh. J'ai senti où l'argent était et je l'ai suivi.
Et, c'était cool, c'était vraiment cool. Donc pendant tout un temps, j'ai fait pratiquement que des make-up, des revues sur les différents produits qui Mhm. sortaient. J'étais invitée aux événements un petit peu partout dans le monde. Et puis, bon, bah, dans les mêmes moments où j'ai eu cette petite crise existentielle, j'ai remis aussi en question mon contenu, l'impact de mon contenu, l'impact de mon influence. Est-ce que j'avais réellement envie de continuer à créer un contenu qui influençait une surconsommation? Est-ce que j'avais envie de continuer à vivre là-dedans? Et pour moi, c'était non. Donc, j'ai dû remettre quand même beaucoup de choses en question. J'ai tâtonné un peu à droite et à gauche pendant un petit moment. J'ai commencé à à plus développer les vlogs. Et puis, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, je me dis, bon, je suis perdue, parlons-en. Mm. Et c'est un peu ce que j'ai développé depuis quelques années. C'est que, bon, bah là, je suis en pleine redécouverte de qui je suis, de ce que je veux. Et transition écologique, etc. Et donc, je me suis dit que j'allais le documenter et que j'allais le poster, le partager à ma communauté, quoi. À l'époque où tu commences en 2012 avec des tutos un peu dans tous les domaines, est-ce que tu te livres aussi sur ton quotidien, sur toi, ta vie perso, peut-être ce que tu vivais aussi avec ton couple? Est-ce que tu donnais de toi dans ton contenu? Au début, oui, beaucoup plus. Je faisais des vlogs, d'ailleurs, au tout début de ma chaîne, je faisais des vlogs et j'ai complètement coupé court, en fait. Après la naissance de ma fille, j'ai fait des vlogs de grossesse, c'était hyper à la mode à ce moment-là Hmm. et tout, où je parlais de ma grossesse, de comment est-ce que je le vivais, des symptômes, de machin, etc. Et quand ma fille est née, je l'avais déjà annoncé avant qu'elle soit née, mais quand elle est née, tout ce contenu-là a disparu puisqu'en fait, moi, j'avais décidé de ne pas du tout Hmm. dévoiler l'identité de ma fille, ni son visage, ni son prénom, etc. Et donc, toute cette partie bah, s'est arrêtée. Et ça n'a pas forcément été compris par tout le monde parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que une grossesse, enfin, pour moi, ma grossesse m'appartenait et ça voulait pas dire Hmm. que c'était à moi, c'était pas à ma fille. Et donc, ça n'a pas été compris. J'ai reçu quand même pas mal d'harcèlement à ce propos Ah et oui. pas mal de personnes Qui n'ont pas compris bah, pourquoi finalement ils ont suivi les coulisses ouais, de ta grossesse, mais qui n'en ont pas vu la finalité en quelque sorte, quoi. ouais, C'est ça. Ok. voilà, Le dénouement. voilà, exactement, quoi. Ben, la naissance Dingue. et je le comprends parce que tu suis quelqu'un, tu t'attaches à cette personne, elle te partage quand même des choses qui sont quand même assez intimes. Donc je comprends la frustration, mais en même temps, je comprenais pas le fait qu'on ne comprenait pas que ça s'arrêtait là parce que c'était là que Hmm. ma fille n'était pas moi et qu'il y avait une réelle distinction. Et donc, ouais, il y a eu des personnes qui ont cherché les informations pour savoir quel était le nom de ma fille, qui stalkaient le Facebook de ma mère qu'elle pensait privé. Enfin, c'est devenu assez Ouais. intense. Et donc, je me suis dit, ok, non, moi, je coupe tout ça. Il y a plus de connexion. Je ne veux pas. Si je vous donne le doigt et que vous me prenez le bras, c'est pas possible, tu vois. Donc, je vous donne rien. Et comme Hmm. ça, on peut pas m'attaquer. On peut pas essayer de divulguer la moindre chose. Je me sentais vraiment fragile à ce moment-là. J'avais pas encore compris, ça m'a pris 5 ans, que j'étais en dépression postpartum. Donc, Hmm. pour moi, ça a été vraiment un shutdown complet. Je dis plus rien et je me suis concentrée sur mes revues. J'étais sur YouTube uniquement pour être la recommandation professionnelle, entre Hmm. guillemets, parce qu'il n'y a rien qui me qualifie de Toujours professionnelle dans beauté le make-up. cosmétique. Ouais, Ouais. ok. Cette décision que tu as prise par rapport à ta naissance, c'est quelque chose que tu avais fixé déjà dès le départ, ou tu as eu une prise de conscience au cours de ta grossesse où tu t'es dit là ça va peut-être trop loin, il faut que je la protège, il faut pas qu'elle fasse partie de tout ça. Ça a toujours été
ça a toujours été un choix conscient que j'ai fait dès le départ. Mmh. Ma sœur n'affiche pas ses enfants non plus. Ma sœur aînée a eu ses enfants, ses 2 aînés avant moi, et c'est quelque chose qu'elle ne le faisait pas et qu'on a eu des discussions là-dessus. Mmh. J'avais une copine aussi à l'époque qui était sur les réseaux sociaux, qui l'est toujours, et qui avait des enfants et qui était enceinte de son deuxième et qui avait décidé de ne pas Mmh. divulguer leur identité, etc. Et, euh, et donc, ouais, c'est quelque chose que si j'avais pas eu ces conversations avec ces femmes, peut-être que j'aurais pas eu Mmh. le bon sens de la protéger. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est quelque chose que j'avais déjà compris qui était Mmh. important, que l'identité de quelqu'un doit être protégée, surtout d'un enfant qui ne demande absolument pas rien à personne, quoi. Donc, Ouais, elle a largement le temps d'être affichée sur les réseaux, tu effectivement. m'étonnes. Et c'est vrai que ça me fait penser à. Enfin, on en voit de plus en plus, hein, des influenceurs, entre guillemets, notamment certains qui habitent au Moyen-Orient, vers Dubaï, mettre en scène leurs enfants, surtout là en cette période de Noël. Donc il y a comment dire, la traditionnelle photo du sapin une fois qu'il est fait. Tout le monde est joyeux, heureux. euh, et tu es dans une mise en scène des enfants. Et puis tu t'en viens même à te demander si cet enfant, il n'a pas été conçu comme un accessoire, tu vois, que tu vas pouvoir habiller, que tu vas pouvoir coiffer comme ta poupée et montrer sur les réseaux. Euh, donc, effectivement, donc on peut suivre. S'il y a un conseil que tu peux donner, Sandra, c'est celui-là de protéger au maximum la vie sociale de ses enfants. Ouais, c'est exactement la réflexion que je me fais. C'est souvent, enfin, c'est ce que je vois et c'est les questions que je me pose aussi. Des fois, tu te demandes si jamais l'enfant n'est pas créé justement parce qu'il y a Mm, des... Et c'est horrible de penser comme ça, mais bon, bah, moi, j'aime bien décortiquer et disséquer un petit peu le comportement des gens. J'ai une fascination avec la psychologie. mm. Et c'est un peu devenu le thème de mon contenu actuel. Mais je me dis, bon, bah, en fait, je sais pas si jamais... je sais pas. Ah, mais J'ai c'est vrai, du mal, en fait, avec quand la tu mise vois, en scène. ouais, quand tu vois que parfois ça démarre dès la salle d'accouchement, quand même. Alors, j'ai plus leur nom en tête, mais j'ai un exemple qui me vient récemment. Je pense que tu vois aussi, non, peut-être. Ça, vite fait, qu'elle était super bien maquillée et tout ça, qu'elle Ouais, et était puis lui, ultra torse fraîche. nu. Ah, Lui, ça, torse je ne m'en nu, souviens qui. pas. Torse nu à l'hôpital, dans la salle d'accouchement, Bon, alors, incompréhensible. alors, euh, alors, en tant que papa, tu peux te retrouver à un moment donné torse nu dans une chambre d'accouchement parce T'as qu'il est raison, conseillé de faire du pot à pot. Mais de t'as raison. là à afficher ça quand même sur ton compte Instagram, en plus le mec est ultra gaulé, tu vois. Euh, Ah, putain. Moi, je l'aurais peut-être pas fait, tu vois. Mais au-delà de ça, tu vois qu'il y a un côté très. Normalement, c'est des moments intimes de la vie de famille. C'est les premières heures de ton fils ou de ta fille sur la planète, quoi. Faut que ça reste entre vous, les gars, quoi. Arrêtez de mettre ça sur Instagram. Ouais, moi, je comprends. À quel moment est-ce que tu peux être en train de profiter pleinement d'un moment si jamais tu es en train de checker que tes cheveux ils sont bien en place pour C'est pouvoir ça. prendre le selfie? C'est pas authentique. Et Mm, ça, c'est le plus gros problème que j'ai en fait avec les réseaux sociaux à mm. l'heure actuelle, c'est que rien n'est authentique. Tout le monde a un personnage. S'il n'est pas filtré, il est transformé d'une autre manière. Et c'est pas ce que je considère être une bonne influence, moi, Tu, perso. rensais- Donc, tu ressentais, toi, je dirais pas cette pression, mais oui, c'est un peu ça, c'est cette pression d'être toujours au top, de toujours présenter le meilleur, mm, le meilleur visage, ton meilleur visage, le meilleur aspect de toi-même, que ce soit sur ta chaîne YouTube ou Instagram. C'est quelque chose qui a participé à ta prise de conscience et à ton changement finalement de ligne éditoriale ouais, aujourd'hui. carrément, ouais. La pression, pour moi, c'est vraiment un. C'est même au-delà de la pression, c'est requis, en fait, tu sais, parce que en tant que youtubeuse beauté, si t'es pas belle, t'es pas une youtubeuse beauté.
Et c'est quoi la beauté en fait? Ben, c'est tellement subjectif. Il y a quelqu'un Mm. qui va te demander d'être comme ci et quelqu'un qui va te demander d'être comme ça. Et moi personnellement, à ce moment-là, enfin, j'étais jeune quand j'ai commencé, j'avais 20 ans. J'étais pas construite, j'étais pas validée aussi dans mes relations, dans mon couple. Moi, j'arrivais pas en fait à me valider, à m'auto-valider moi-même, et donc je cherchais la validation extérieure de n'importe qui. Et ça m'a poussée à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai modifié mon corps, j'ai fait des injections, j'ai fait tout un tas de choses pour essayer de rentrer dans ce moule-là. Parce Mm. que bon, ben, moi, je ressemble, tu me vois bien, je ressemble absolument pas à Kim Kardashian. Mais c'est le standard dit de beauté actuel. Donc, comment faire pour pouvoir essayer de rentrer dans ce moule-là, pour que tu te sentes accepté, pour que ton contenu fonctionne? Parce que c'est là-dessus, c'est sur ces visages-là que on clique plus facilement et tout. Donc, j'ai essayé de me créer une ressemblance et d'essayer d'appartenir à un certain standard de beauté et tout ça, jusqu'à temps Mm. que je me dise, mais en fait, enfin, je ne peux plus tenir cette cadence et j'ai plus envie, tu vois, Mm. je me reconnais plus dans le miroir, j'en ai marre de devoir continuellement aller chez le médecin pour essayer de voir quel au millimètre près pour être sûr que mon visage est Mm. parfaitement symétrique. Oh, c'est bon, quoi. Donc, ouais, ça, T'as c'est fait- pareil. Dans ce moment-là, ça a été poubelle. Tu as documenté cette prise de conscience dans tes vidéos ou sur Instagram. Comment a réagi Ouais. ta communauté initiale, celle qui te suivait à l'origine pour tes tutos, pour l'image que tu pouvais renvoyer? Est-ce que tu as t'as eu des Il y a réactions un peu, particulières? ouais, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui avaient quitté ma chaîne sans forcément se désabonner, ou parfois qui s'étaient désabonnés, qui sont revenus. Il y a des personnes qui sont parties parce qu'ils ont trouvé que c'était hypocrite de ma part de cracher dans la soupe maintenant que peut-être que le vent avait tourné. Il y a des personnes qui suivent le contenu make-up vraiment pour se divertir, et que le contenu que je propose est... je pense que mes vlogs sont drôles. Hein. J'insère plein de mimes, donc c'est pas... Si, si, je te Mais confirme, ils sont cool. ok, cool, génial, ça me fait super plaisir. Euh, mais il y a des personnes, tu vois, qui ça n'intéresse pas, que ce soit le vlog, le développement personnel, ça leur prend la tête, et Mm. donc ils sont partis. Il y a un petit peu de tout. Et au final, ceux qui sont restés, c'est ceux qui te suivaient pour toi, ta personnalité, quoi, j'imagine, et pas forcément pour l'image Exactement. que tu voulais renvoyer. Exactement, ouais. Et ça, c'est assez ouf, en fait, tu vois, de voir qu'il y a des gens qui t'ont suivi à un début, au commencement moi, de ma chaîne, et 10 ans en arrière, et qui, malgré le fait que je me sois complètement dispersée, en fait, de la voix originelle de ma chaîne, qui sont restés quand même, qui Mm. m'ont attendu et qui ont continué de m'apprécier et tout. Je sais pas comment vous avez réussi à vivre avec moi 3 fois par semaine, parce que moi, je vivais pas bien avec moi-même. Donc, Tu as eu des réactions de ta communauté qui s'est retrouvée soulagée et qui s'est dit: «Ah, ça fait plaisir que tu sois dans ce mood-là parce que moi aussi, j'en ai marre et du coup, je vais faire comme toi». ah ouais, ouais, ça c'est... ouais, et ça c'est hyper... en fait, ça a double tranchant, parce que je suis hyper contente de voir que ma communauté, elle aussi, se rend compte qu'il y a plein d'injonctions qu'on fait comme ça, de standards de beauté, ou de t'es sur les réseaux, il faut que tu montres le meilleur parce qu'il faut partager le meilleur, etc. Et en même temps, un certain sens de culpabilité aussi, parce que je me suis dit que j'ai quand même montré une image de moi, de mon couple, de ma vie, qui était lisse et parfaite, entre guillemets, qui ne l'était pas, et j'ai réellement créé des complexes chez certaines personnes qui me suivaient, et c'est dur en fait à encaisser ça, parce que tu te dis, bon, bah, je me rends compte que j'ai créé un réel mal, que j'ai fait dépenser autant d'argent dans autant de trucs à autant de personnes, et là je suis un petit peu en fait en plein... tu sais, j'essaye Mmh. un peu de Un peu de culpabilité, tu veux dire? réparer, ouais, Ouais. de réparer mes erreurs. Bon, le mal est fait, je me le suis pardonné.
je suis hyper contente qu'on me le pardonne Après, aussi et qu'on m'en tienne pas à hmm. rigueur, mais Après, tu serais certainement pas dans ce mood aujourd'hui si tu n'étais pas passé par la phase précédente. Elle était nécessaire dans ton cheminement et dans la construction de de ton toit ouais. actuel, j'ai envie de dire. Donc c'est quand même assez étonnant de te reprocher de cracher dans la soupe ou de retourner ta veste, alors que justement, tu sais très bien de quoi tu parles parce que tu as vécu tout ça et tu étais au cœur de la machine. En Tu... fait, Hmm. ouais, je Vas-y, trouve que vas-y. c'est ironique, tu sais, parce que j'ai souvent reçu des commentaires à ce moment-là dans ma vie, quand j'étais vraiment dans l'excès, de personnes, et ça se trouve les mêmes, qui me disaient non mais meuf, faut vraiment que tu te remettes en question, la surconsommation, tu te rends pas compte, etc. Et le jour où tu te dis ah waouh, t'as raison, je m'en rends compte, j'ai merdé, j'ai envie de changer. On me Hmm. dit ah ben c'est bon maintenant que t'en as bien profité et que t'as voyagé ici et ailleurs. Hmm. Mais on peut pas. Alors du coup, on peut jamais Ah ouais? Non. satisfaire tout le monde. Tu Non. dois naître avec les bons idéaux et les bonnes idées dès le départ. Sinon, c'est fou. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de la mise en scène aussi de ton couple. C'était vraiment le cas sur Instagram. Des photos de couple, de vos, je sais pas, vos virées à droite à gauche, vos voyages. Il y a. Ah, j'ai décidé de dire la vérité ou en tout cas de ne pas mentir et ça me mord les fesses tous les jours. Ah, je Euh, connaissais pas cette expression. C'est une traduction de l'anglais ou quoi? Ça me mord de les quoi? fesses. Ça me mord les fesses. It bites you in the ass, ouais. Ah, ok. Je me disais Euh, bien. mais et ouais, non, mais toutes mes références sont des traductions. Il faut être quand même sacrément souple hein, pour se mordre les fesses. Je le conseille. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Yoga, yoga, les gars. Euh, voilà. Qu'est-ce que. Non, la question Ouais, par non. rapport à ton couple, c'était aussi voilà comment on vit son couple en ayant une communauté comme ça qui de l'autre côté de l'écran t'attend un peu au tournant, attend ton prochain post, ta prochaine story, ton prochain reels. Ça doit forcément avoir un impact sur le couple. Enfin, c'est ce que je me dis. Et aussi sur, je sais pas, sur votre quotidien. Le problème, en fait, majeur avec ça, c'est que j'avais pas réellement de relation euh, émotionnelle, intime avec mon ex-mari. Donc, on n'avait pas. C'était pas une relation fusionnelle. On était amis, on cohabitait, on coexistait, on partageait enfin, voilà, notre enfant, l'éducation de notre enfant, etc. Mais on n'avait pas réellement de connexion. Hmm. Euh, Et donc, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient de façon assez machinale et qui étaient ouais, créées en fait. Pas forcément, j'ai pas envie de dire de toutes pièces parce que c'est des choses que j'avais vraiment envie de faire. On se prenait pas en photo de façon spontanée tous les deux et quand on se prenait en photo, je savais que j'allais le poster, tu vois, parce que j'avais envie de partager ces Hmm. moments-là. C'est difficile en fait de. Il était OK, lui, avec ça? Il acceptait quand même volontiers ta notoriété sur les réseaux? Ah. Alors, je peux pas parler en son nom. Euh, j'ai pas forcément ressenti qu'il l'acceptait. Et au Hmm. début, je pense pas que j'avais envie de le voir, mais c'est devenu un petit peu plus flagrant quand ça a pris de l'ampleur. Et ça a été évident quand il a pu voyager avec moi pour le travail et que les voyages ne se passaient pas comme je le pensais. Mhm. C'est-à-dire, tu pensais que ça se passerait comment? Je pensais que ça se passerait bien. Non, c'est. Oui, parce que Ouais, j'imagine que dans tes voyages, tu avais toi aussi tes obligations, entre guillemets. Tu y allais ouais, aussi pour le boulot, donc pour tu avais le des trucs à travail. faire, des trucs à voir, des contenus à produire. Lui s'attendait peut-être, je sais pas, j'imagine, à ce que ces voyages soient aussi des moments où vous êtes tous les deux. Non, je sais pas. Est-ce que c'est ça? Je sais même pas si jamais il avait forcément envie d'être avec moi. Ok. J'étais pas la personne la plus agréable à ce moment-là dans ma vie. Et
c'était pas... Tu sais, c'est inexplicable en fait. C'est quand tu peux partir à l'autre bout du monde, le voyage peut être le plus magnifique au monde. On a fait Bora Bora, mais si jamais t'es pas bien avec la personne avec qui tu voyages, Hmm. euh, il y a, il y a aucune quantité de palmiers et de Hmm. sable blanc qui va pouvoir faire en sorte que tu vas être bien, quoi. Donc, C'est pour ça que tu disais que t'étais pas forcément la plus agréable qui soit à ce moment-là. il y a beaucoup de choses qui fait que j'étais pas. Je pense que déjà j'avais pris le melon et je pensais mériter ce que on m'offrait, alors qu'en fait j'avais juste le privilège de le recevoir. Hmm. Je pense que j'avais une frustration de ne pas être validée dans mon travail par lui, qui ne se rende pas en fait réellement, où j'avais l'impression qu'il ne se rendait pas compte de l'ampleur que ça avait, aussi de la pression psychologique que j'avais continuellement, et j'arrivais pas en fait à justement avoir cette conversation avec lui, d'être rassurée dans mes Hmm. choix et d'être rassurée dans qui je suis aussi, quoi. Et donc, ça a créé une frustration contre lui parce que parce qu'il il ne donnait pas ce que je recherchais, alors qu'en fait, bon, bah, j'aurais dû moi-même me le donner, cette validation. On ne devrait pas avoir besoin de quelqu'un pour nous dire qu'on est quelqu'un de bien ou qu'on fait les choses bien ou que... Et bon, bah, c'est une pression en fait que tu mets à une autre personne quand Hmm. tu lui demandes ça. Et, euh, et encore plus quand bon, ben, la personne en face de toi, elle n'en est peut-être pas capable, quoi. Ouais, ouais, je comprends. C'est chouette ce que tu dis, Sandra. Enfin, non, mais il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Il y a aussi une certaine euh, maturité quand même de, de cette prise de conscience, de te reconnaître que la personne que tu étais avant, elle te plaisait pas et c'est pas donné à tout le monde, je veux dire, d'être aussi sincère envers soi-même. Ouais, et je sais, mais en fait, ça vient du même, ça vient du même truc en fait. C'est que j'ai menti sur qui j'étais pendant très longtemps parce que je voulais rentrer dans un moule, parce que il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai été qui je suis. J'ai grandi avec un trouble du comportement et d'hyperactivité. J'avais de la dyslexie aussi. J'ai toujours été fascinée par les lettres, la poésie, la psychologie. C'est vraiment en fait moi ce qui m'anime le plus, mais parce que j'avais vraiment cette barrière, je me suis redirigée vers quelque chose qui était plus évident pour moi, et donc j'ai un petit peu fait comme abnégation de qui j'étais pendant très longtemps, jusqu'à temps que je me rends compte que ben, chaque choix, chaque mensonge que je m'étais dit, chaque choix qui n'était pas le mien m'avait amené à, à une destination bah, je voulais pas, où je voulais pas être. Et donc, bah, Hmm. c'est de là que j'ai décidé en fait d'essayer de vivre de la façon la plus authentique que possible. Et ça veut dire bah, être face à la réalité, à sa réalité, à qui on est réellement, pourquoi est-ce qu'on l'est, et pourquoi les gens sont comme ça autour de nous, et réussir à avoir assez d'empathie envers eux et Hmm. envers soi pour bah, passer à autre chose et essayer de devenir quelqu'un de meilleur, quoi. Est-ce que dans la pression que tu ressentais à l'époque, tu regardais beaucoup tes chiffres, tes nouveaux abonnés, les audiences que faisait chacune de tes vidéos? Et puis, quel a été l'impact justement sur ces chiffres de ton changement de ligne édito? Mm. Est-ce que tu as accéléré, enfin, est-ce que tu as recruté, comme on dit dans le jargon, moins d'abonnés quotidiennement? Est-ce que tu faisais moins de vues? J'ai toujours, euh, j'ai toujours regardé mes vues sans forcément m'intéresser à l'analytique et ce que ça voulait dire et pourquoi mes vues étaient comme ça. Euh,
j'ai souvent comparé mon travail avec d'autres. Je pense que c'est ça aussi qui a créé une frustration chez moi et j'aimais pas l'admettre, mais c'est la réalité. Et du coup, j'essaye de. Chaque fois qu'on me demande c'est quoi les contenus que tu regardes maintenant sur YouTube, je ne regarde pratiquement Hmm. plus rien. Comme ça, je ne suis pas influencée et je ne deviens pas envieuse et je ne fais rien de. Je vis ma propre vie et mon propre truc. Euh, Mes abonnés étaient déjà en chute lorsque j'ai décidé de changer ma ligne éditoriale depuis un petit moment. Ça, c'est un peu systématique quand tu as une chaîne qui est aussi ancienne que la mienne. Au bout d'un moment, bon, bah, il y a des gens qui se désabonnent, il y a des YouTube Hmm. aussi, euh, comment, tuent certains comptes parce qu'ils sont plus actifs depuis autant d'années, etc. Euh, Et là, c'est toujours en descente. Je perds toujours des abonnés, mais c'est pas en fait. J'ai regardé parce que je me suis intéressée un petit peu plus à l'analytique maintenant, parce que je veux Mhm. savoir en fait pourquoi est-ce que mon contenu plaît, pourquoi est-ce qu'il plaît pas. J'ai découvert plein de trucs. J'ai découvert que quand avant je faisais 200, 250, 300 000 vues, les personnes qui regardaient mes vidéos restaient pas forcément jusqu'à la fin. Donc ils allaient Mhm. cliquer dessus, ils allaient regarder 5 minutes et puis ils allaient partir. Euh, Là, je fais moins de vues, mais la rétention de Hmm. l'audience est Ouais, au-delà c'est de hyper intéressant. supérieur. Hein. Ouais, Hmm. c'est hyper intéressant parce que du coup, tu dis, OK, bon, j'ai moins de vues, mais en même temps, ça intéresse plus ce qui reste. Donc, Hmm. c'est hyper Hmm. flatteur. C'est-à-dire que Euh, ceux qui restent abonnés à ta chaîne sont beaucoup plus engagés que par le passé, ouais. ouais, Mm. ouais. Et ça, Et effectivement, et d'ailleurs, parmi les indicateurs qu'on donne, les fameux KPI de la Creator Economy, et qui permettent de juger, entre guillemets, un créateur de contenu, on va davantage regarder aujourd'hui le niveau d'engagement, effectivement le taux de complétion de ces vidéos, plutôt que le nombre d'abonnés. Et donc en cela, c'est plutôt positif, ce que tu nous dis là. ouais, ouais, pour le coup, ça fait vraiment plaisir parce qu'en plus, mon contenu est tellement plus. J'ai pas envie de dire intéressant parce que le make-up, ça peut être intéressant pour les personnes qui sont intéressées, mais il il y a un peu plus de substance. Et Mm. donc, tu te dis, bon, c'est cool, quoi. Puis en Mm. plus, je me livre beaucoup plus. Donc, bah, finalement, peut-être que c'est ça aussi. Validation extérieure, ok, c'est bon. Et donc Instagram, on rappelle hein, quand même tes chiffres, parce qu'on les a pas trop donnés jusqu'à présent, my fault. Donc sur YouTube, tu as 1,4 million d'abonnés environ, hein, c'est ça. Et puis sur Instagram, 1,1 million. C'est énorme, c'est énorme. Comment tu as fait pour grossir aussi rapidement enfin aussi fort sur Instagram que sur YouTube finalement, parce que t'as- tu, tu- c'est pas courant d'avoir une aussi forte communauté comme ça sur deux plateformes différentes. C'est vrai, je me rends pas compte. Je savais, pour moi, Bah, t'as c'était. des gros youtubeurs qui ont très peu d'abonnés ou beaucoup moins d'abonnés sur Instagram par exemple, ou Hmm. des gros Instagrammeurs slash euses qui ont beaucoup moins d'abonnés sur YouTube. Je Il pense y a plein de que. contre-exemples à ce que je dis, hein, bien sûr, Ouais, mais c'est intéressant de voir un peu comment tes deux communautés, ces deux réseaux se sont développés et ont connu la même ascension, je dirais. ouais, ouais, plus ou moins en parallèle en même temps. J'ai commencé Instagram en 2012. Je pense que et donc plus ou moins dans les mêmes moments que ma chaîne a pris à ce moment-là de l'ampleur. Je pense que c'est parce que mon Instagram, je l'ai toujours considéré comme un réseau qui était un petit peu plus intime Mhm. que YouTube. Et c'était plus facile pour moi de filtrer les commentaires justement et bloquer les comptes sur Instagram. Donc c'était plus facile d'en partager un petit peu plus. Il y a aussi cette impression de quelque chose d'un petit peu plus éphémère avec les stories et tout. Donc je sais pas si c'est ça.
ou Tu faisais pas. tu fais des ponts entre les deux? Par exemple, tu renvoies tes abonnés YouTube vers ton compte Instagram et réciproquement? Et vice versa. Et vice versa. Ouais, parce que bon, moi, Instagram, c'est l'un des endroits, c'est l'une des plateformes qui booste le plus ma chaîne. Donc, tu sais, quand on voit d'où vient tes vues, Instagram, c'est l'un des plus importants. Ok. Il y a la recherche, il y a les abonnements, etc. Mais c'est assez ouf, en fait, de voir que si jamais je ne fais pas le relais de ma vidéo sur Instagram, elle va faire moins de vues. Hmm. Parce qu'en plus, bon, bah, la plateforme YouTube maintenant ne te permet pas en fait de forcément voir tes abonnements et tout. Enfin, c'est un petit peu Hmm. c'est un peu le merdier, hein, mais bon. Et en termes Et, de format, qu'est-ce qui marche bien comme... pardon, je te coupe. Tu voulais ajouter quelque chose? et non, bah c'est tout. Puis après sur ma chaîne YouTube, quand je fais mes vlogs, je montre parfois le behind the scene de certains photoshoots que je fais Hmm. parce que la plupart des photos que je poste, c'est des autoportraits et j'essaye en fait de les imaginer, de les penser, d'avoir une sorte de direction artistique avec un thème, etc. Et donc ça, je pense que ça les fait kiffer aussi parce qu'il y a une réelle Hmm. création, une réelle envie de création artistique derrière mon Instagram. Et je pense que ça, c'est aussi ce qui fait kiffer. Et quel format de mise en avant de tes vidéos YouTube sur Instagram fonctionne le mieux? C'est-à-dire, est-ce que tu fais des stories en utilisant le petit widget Mm. lien, ou tu mets un extrait vidéo de ta vidéo YouTube en format vertical que tu mets en story ou en Reels? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Alors, parce que c'est pas que je suis une flemmarde, c'est juste qu'en fait, j'aime pas me laisser bouffer par l'algorithme et parce que le machin et tout. Donc, j'ai tendance à juste mettre un post avec le widget, le lien. Si je me sens un petit peu plus d'humeur folle, je vais mettre un extrait de la vidéo. Mais c'est pas forcément régulier ou un truc, des fois ça peut être drôle, c'est un extrait Ok. qui est drôle et tu dis allez vas-y je vais leur balancer ça et tout. Je sais que c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse, qui serait dans mon avantage, mais parce que je suis tellement pas en fait dans la recherche de vues Hmm. euh, au-delà de ce que j'ai déjà, que Ouais. voilà. Ok. Justement, bonne transition sur tes coulisses côté prod. Tu as toujours été seul pour faire tout ça. Comment t'es organisé? Comment t'as appris à faire du montage vidéo? Tu nous en as parlé un tout petit peu tout à l'heure sur la partie montage, hein, c'est ça? Tu as appris à faire du montage avec ton ex-boyfriend quand tu étais dans les Ardennes encore. Tu nous racontes un peu? J'apprends tout sur le tas, j'ai aucune formation, j'ai juste beaucoup de passion et le montage, j'ai pendant que mon frère a monté, mon frère c'est le Radi Radier, juste petit shout Mhm. out à mon frère qui est lui aussi créateur de contenu et je kiffe beaucoup ce qu'il fait. Il a monté quelques-uns de mes podcasts vidéo plus sérieusement, mais sinon l'intégrité de mon contenu, l'intégralité de mon contenu, Mm. c'est moi qui le monte parce que je pars du principe qu'en fait c'est à ce moment-là que tu peux réellement y mettre ta patte et Mm. le montage de mes vidéos et en l'occurrence plus mes vlogs, si je passais ça à un monteur, il me regarderait et me dirait mais en fait meuf il y a rien de bon là-dedans. Et moi Ça n'a ni j'arrive queue à ni tête, je ça n'a comprends que pas. Il n'y a pas de début, il n'y a pas mais de fin. ah non absolument pas. Et donc il faut vraiment que moi qui est derrière l'idée de base puisse retranscrire tout ça grâce au montage avec un cut ici, avec une intégration d'un mime, d'un machin et tout ça. Et et donc, ouais, je pourrais pas laisser quelqu'un d'autre prendre les rênes, non seulement parce qu'il comprendrait pas, mais en plus de ça, ça perdrait complètement Mm. son identité. Bien sûr. Et sur tes vlogs, il y a quand même beaucoup de plans, beaucoup de séquences, il y a beaucoup de choses. Tu mélanges beaucoup de choses. Comment tu fais C'est pour t'y fouillis, c'est ça retrouver? que tu es en train de me dire. Non, 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 au contraire, je dirais que c'est foisonnant. Tu vois, c'est un peu plus. C'est foisonnant. Ok. C'est aussi le principe des vlogs. Il y a un côté instantané, authentique, où tu partages, euh, voilà, tu partages un peu ton quotidien, comme tu le dis, sans qu'il y ait forcément un début, une fin.
Et c'est le principe, enfin c'est ce qui fait l'intérêt des vlogs et c'est très cool comme ça. Mais du coup, en termes de prod, c'est vrai qu'il y a tu as beaucoup de matière, tu crées beaucoup de matière, principalement avec ton téléphone, j'imagine. Après, tu te retrouves avec tous tes rushs sur ton téléphone, c'est ça? Tu les transfères, tu montes sur ton J'ai ordi, sur ton téléphone, comment tu fais? Ouais, j'ai une caméra. Alors j'ai une caméra, enfin j'ai un caméra numérique Mhm. que j'utilise, qui est un peu en train de me lâcher. Donc effectivement, en ce moment, je suis passée plus avec mon téléphone. La beauté des pixels, c'est que moi j'ai un téléphone Pixel. Hmm. J'enregistre directement sur mes photos sur Google Chrome Photos. J'ai mes rushs qui sont directement sur mon ordinateur. J'ai juste besoin de Ouais, tout est les synchronisé via d'appuyer le cloud, exactement. ouais. J'appuie sur un bouton télécharger. J'ai tous mes rushs. Donc ça c'est juste génial. Mhm. Euh, ouais, c'est comme ça que Donc, mais tu un utilises peu que ça encore une fonctionne. caméra, mais une sorte de, c'est quoi? C'est une GoPro? Non, c'est une caméra classique à l'ancienne? C'est, je l'ai pas là. Ouais, c'est une caméra, Ok, style, c'est caméra numérique. J'ai un objectif qui est intégré dessus. Il y a la ok. bonne petite caméra de vlogueur, quoi. Ok, ok, ok. Non, c'est intéressant ce que tu dis, Que parce c'est qu'on a tendance mort, ça. à... Ouais, bah oui, on a tendance à croire que bah, tout se fait au téléphone, tu vois, avec il y a des telles capacités de capture vidéo maintenant sur les iPhones, et même, comme tu l'as dit, sur le Pixel, qui est très bon là-dedans, mais sur dans d'autres marques aussi. C'est marrant de se dire que non, il y a encore des caméras classiques, on va dire, en circulation. C'est peut-être un peu plus fastidieux, j'imagine, de récupérer les rushs avec la carte mémoire, etc., etc. En termes de transfert, c'est sûr que t'as pas de Chrome Google Photos, quoi. Ouais, ouais, mais bon, bah, pendant longtemps, la qualité était quand même Complètement. supérieure, quoi. Mm. Donc, Ouais. et puis moi, je me verrais pas éditer des fois 2 heures de rush sur mon téléphone. Mm. Ah non, c'est bon. Et tu montes avec quoi, justement? Final Cut Pro. Ok. Donc, C'est t'es là-dessus sur que j'ai Mac. eu. Ouais, je suis sur Mac. Ça va changer honnêtement parce que, enfin, ça coûte tellement cher. Les Apple, ça coûte Ouais. juste tellement cher et ça n'a pas la capacité de rapidité, de RAM, de tout ce que tu veux. Donc, je suis un peu Ah, tu parles blasée. des Mac? Ouais. Enfin, du produit, tu parles pas du logiciel Final Cut. Le Final Cut, il est très bien. Le problème, Ouais. c'est que Ok. Les Mac sont pas capables, en fait, enfin, l'iMac n'est pas capable parfois de soutenir le, le poids Ah ouais? de. Ah ouais, Alors là, je vais te dire, je suis très étonné par ce que tu dis, parce que j'ai longtemps été sur PC, ça fait très longtemps maintenant que je suis sur Mac, et pour moi, ouais. euh, voilà, il y a pas photo, quoi. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Bien sûr que tu as des PC ultra puissants, et même là, beaucoup de PC sont plus puissants que les Mac, mais je trouve que sur les Mac, tu as une telle optimisation entre le matériel et le logiciel qu'on arrive quand même à faire du montage vidéo, etc., avec du rendu ultra rapide, en fait. Mais ok, non, Non, mais c'est. non, Ouais, ouais. mais je suis complètement d'accord et c'est pour ça que tu vois, je pense que je vais avoir du mal à faire Hmm. la transition avec Adobe parce que il est beaucoup moins intuitif pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en montage. Final Hmm. Cut Pro, c'est tellement simple à utiliser et effectivement, ouais, ça te permet d'avoir une qualité professionnelle. Mais je me suis retrouvée avec des rushs parfois j'ai 1 heure et demie, tu sais, et quand je le coupe, bah, mon ordinateur il crache complètement, il me Ok. refuse de synchroniser le truc Tu après filmes parce que c'est mon en ordinateur. 4K, peut-être? Ça, Oh la non, je conversation pense de pas. geek. Écoute. Puis je vais pas pouvoir te suivre longtemps dans la conversation de geek parce que tout est sur le tas, donc mes Ok. connaissances sont vraiment minimales. Non, mais c'est très cool. Donc, et à aucun moment tu t'es dit, tiens, je vais faire appel à quelqu'un pour m'aider sur le montage, pour aller plus vite, pour en faire plus. Ouais, j'y ai Ouais. pensé hein, quand je faisais mes vidéos et que j'avais ma cadence de 3 vidéos par semaine, j'y ai Mhm. pensé et je l'ai fait 2, 3 fois, mais ça me manque de trop. Tu vois, moi, Mm. autant être devant la caméra, devant, derrière la caméra, ça me dérange pas, j'aime bien, tout est cool. Mais le montage, c'est vraiment ce que je préfère de Mm. plus, parce que moi, des fois, en fait, je me fais exploser de rire toute seule. Et, et je me tape des barres en réécoutant mes blagues et moi, je sais pas, j'aurais vraiment du mal à léguer ça à quelqu'un d'autre. Mm. Ok.
C'est ton activité principale aujourd'hui, YouTube, Insta, tu arrives à gagner ta vie avec ces réseaux? J'arrive encore à gagner ma vie, ouais. J'en vis encore. J'ai toujours Tu cette dis encore chance. parce que c'est de moins en moins facile non? Je dis encore parce que je pense qu'effectivement, oui, c'est de moins en moins facile de pouvoir vivre exclusivement de YouTube. Je dis aussi encore parce que en changeant mon contenu, j'ai aussi coupé beaucoup de revenus parce que Mmh, j'accepte beaucoup moins de forcément. partenariats, de collaborations. Je pouvais avoir 2, 3, 4 collaborations exclusivement sur YouTube pour un mois. Et maintenant, je vais peut-être en avoir qu'un seul ou Mmh. même moins, tu vois. Donc, ça, Il y a des voilà, annonceurs parce que des marques qui t'ont suivi dans ce changement de direction? ouais, ouais. Pour les remercier, tu peux les citer, hein, si tu veux, il y a pas de si tu as Google. envie. OK, Google, ça a été je pense que c'est le plus flagrant pour moi, où la conversation se faisait déjà quand on parlait enfin, comme moi je pensais à ma transition, etc. Et ils m'ont suivi en plein dedans et tout. Euh, bravo Google. bah, ouais, L'Oréal aussi. Bon, après, L'Oréal, voilà, eux, ils vont là où ils vont, hein, mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a certaines marques qui, Oui. même si jamais tu parles plus exclusivement de make-up, se disent non, on a toujours envie de travailler avec toi, quoi, parce que voilà. Euh, Typologie, c'est une marque de Mmh. soins, ils font aussi du make-up. Bah, finalement, en fait, plus ou moins toutes les marques avec qui je collabore encore aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup, hein, donc Mmh. Donc tu veux dire qu'il y en a pas beaucoup qui t'ont lâché, c'est juste que tu as un peu moins de collabs en quantité, c'est ça? euh, je pense que 95%, 90%, 95% des marques avec qui je collaborais avant, je collabore plus maintenant, parce que je D'accord. collaborais avec toutes les marques de make-up. Et il y en a Ouais, il y en a des beaucoup. centaines. Mmh Ouais. mh. Mais c'est juste que maintenant, c'est plus restreint à un domaine, un collaborateur par domaine. Mmh. Comment tu gères tes revenus quand tu es aux États-Unis? Parce que bon, en France, tu peux être auto-entrepreneur, donc encaisser directement, sur ton compte, les revenus issus de ton activité avec, évidemment, tu payes des impôts dessus. Comment ça se passe aux États-Unis? Tu es obligé de monter une boîte? Comme ça en 2 mots, juste par curiosité? En deux mots, ça dépend de toi, ça dépend de si jamais tu travailles seul ou si tu travailles pas seul. Moi, je travaille seule, donc ça réduit quand même la paperasse et tout ça. Et donc, ouais, je suis auto-entrepreneuse et je travaille en fait avec un network qui appartient à M6. Et donc, D'accord. ce sont eux qui me versent OK. mon salaire, quoi, plus ou moins tous les mois. Enfin, c'est pas un salaire, mais Donc tu peux avoir un ma statut paie. d'auto-entrepreneuse en vivant aux États-Unis? Tu peux. OK. Tu peux, il y a, je sais pas comment est-ce qu'ils l'appellent eux, mais enfin, j'ai un Mmh. LLC, etc., quoi. OK, OK. On a parlé d'Instagram, on a parlé de YouTube, tu es sur Twitter aussi, tu as une belle communauté, hein, sur Twitter, 405 000 abonnés. Tu disais que tu étais trop, heu tu es trop, à scroller, sans fin les feeds, Twitter, ou tu es trop, parce que tu te mêles de toutes les conversations et tu réponds et dès qu'il y a une connerie, tu sautes dessus? je, je suis plus celle qui... je suis active, je regarde Twitter tous les jours. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai un amour pour cette plateforme, en fait. Euh, mais non, mon problème, c'est que oui, je m'immisce dans certaines conversations, pas régulièrement, mais quand je me fous dedans, je me fous dedans Mmh. profondément. Et j'ai un peu foutu le feu ce week-end. Tu Mais nous racontes? écoute, je suis tombée sur un article de Marie-Claire qui, dans son titre, demandait doit-on raconter l'histoire du Père Noël à nos enfants? Donc, doit-on faire Mmh. croire à nos enfants que le Père Noël existe? Et donc, moi, je suis arrivée avec mes grands sabots en mode non. Et voilà pourquoi. Et donc, j'ai expliqué. C'est le sujet de ma prochaine vidéo que j'étais en train de tourner juste avant OK. qu'on se connecte ensemble. Et donc, j'ai un petit peu
j'ai essayé de déconstruire au mieux que possible et dans la façon la plus polie et avec le moins de jugement que possible. Pourquoi est-ce que moi je pense que non, et en fait comment j'ai changé en fait d'avis, parce que mon avis a changé et a évolué Évoluer, ouais. avec le temps. Et j'ai été assez surprise qu'en fait ça dérange. J'étais assez surprise des retours. Parce Ok. qu'il faut pas toucher au Père Noël, apparemment. Ouais, je vais aller voir ça direct après et je mettrai en lien la conversation. Évidemment, on va regarder ta vidéo YouTube sur le sujet. T'es dans un état qui est comment? Assez réac, plutôt progressiste? Comment ça se Ah, passe? ouais, j'habite dans un État républicain, Hmm. donc de droite. La ville de Nashville est beaucoup plus progressive, quoique notre gouverneur reste républicain. Hmm. Euh, et Donc le retour de tout ce que fait Elon Musk en ce moment, c'est ok, c'est validé chez toi, quoi. Free speech Alors, à l'extrême. chez moi dans le Tennessee, je sais pas, honnêtement, j'ai pas demandé, j'en ai aucune idée parce qu'en fait, j'ai un petit cercle d'amis qui est pas exclusivement progressif, mais en grande partie. Et donc, c'est pas vraiment, puis j'ai pas cette conversation plus que ça. Mais Hmm. moi, si jamais tu me demandes mon opinion personnelle, je suis pour le, je suis pour le free speech, mais je suis pas pour le hate speech. Et Hmm. j'aime pas Elon Musk. Ouais. Et je crois qu'il en a rien à foutre. Qu'on Ah l'aime oui, pas. bah, en même Ah temps. ouais. Pas que toi, tu ne l'aimes pas, hein, évidemment, mais qu'on ne l'aime pas, ouais, je crois que c'est le cadet de ses soucis. Je sais pas en réalité si c'est réellement le cadet de ses soucis. Moi, je pars du principe que c'est un homme avec un grand ego très fragile. Hmm. Donc, je suis pas sûre qu'il en ait rien à faire. Parce que la preuve, il bloque et il désactive les comptes de certaines personnes T'as raison, qui... t'as Donc, raison. Oui, alors, ouais, je pense que, ouais, effectivement, on pourrait se dire ça. Il en a pas rien à faire, mais il est tellement convaincu par la big picture et le grand projet et la finalité qu'il doit se dire, ils verront. ouais. Ils verront un jour que j'avais raison. Et pas du tout de TikTok alors, mais c'est quoi cette alors peut-être pas anomalie Hmm. puisque je ne juge pas, mais on voit beaucoup de créateurs de contenu sauter voilà, à deux pieds joints dans TikTok sur la plateforme avec des chiffres stratosphériques. On peut aller très très vite sur TikTok. Mais pas toi. Tu nous expliques pourquoi? Je reconnais que j'ai une personnalité addictive et que je me suis dit que si jamais j'allais me mettre sur ce réseau, ça allait me créer une autre addiction, ça allait probablement créer encore plus en moi cette envie de voir mon contenu être vu. Et donc je sais pas, en fait, j'ai toujours refusé de m'y mettre parce que je voyais pas l'avantage pour moi. J'avais l'impression que ça allait me bouffer la vie, que j'allais être en train d'essayer de créer un autre contenu que celui qui m'anime le plus, que, enfin, je vais pas me mettre. Et il y a rien contre ça, hein, parce que je danse dans ma salle de bain, mais j'ai pas envie de me filmer en train de danser, j'ai pas envie de suivre la trend éphémère de quelqu'un. Enfin, je Hmm. sais pas, ça m'est passé en fait tout ça. Et puis j'ai pas envie de m'y perdre non plus à scroller Hmm. sans arrêt, à consommer des contenus de 15-30 minutes qui sont pas assez profonds 15-30 secondes, pour tu veux dire. moi. Hmm. 15-30 secondes, j'ai dit 30 minutes. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, mais t'as raison. Alors, ça ne réglera pas le sujet de la data dans ce que tu disais, mais on remarque quand même que TikTok s'éloigne quand même de plus en plus de ces trends de Corée, de danse. Moi, perso, alors c'est peut-être lié à l'algorithme, mais j'en vois quasiment plus dans mon feed. Et TikTok est en train d'opérer un revirement assez important sur la durée des contenus, qui effectivement, à l'époque, enfin pendant longtemps, devait être le plus court possible, le plus punchy,
15-20 secondes max, sinon tu perds les viewers. Mais là, il commence à favoriser énormément les contenus de plus d'une minute, ne serait-ce que parce que c'est une audience qui est avec une meilleure monétisation de leur part. Donc, ils se sont rendus compte qu'avec des contenus de 15-20 minutes, c'était très difficile d'avoir des annonceurs vraiment premium. Et donc, il y a un changement qui s'opère. Donc, encore une fois, ça réglera pas le sujet de la data qui part en Chine. C'est vrai qu'on pourrait se dire ici, j'ai pas envie d'envoyer ma data aux États-Unis. Mais bon, tu es déjà aux États-Unis, donc ça, c'est OK. C'est ça, c'est ça. Mais ouais. OK. Mais je trouve que c'est intéressant qu'ils commencent à privilégier un petit peu les contenus qui sont un peu plus longs. Moi, j'ai difficile en fait à ce qui m'intéresse, ce que je consomme sur je consomme sur pas le même mot, consommer. Ce sont toujours en fait des podcasts ou des discussions, des longues vidéos, des formats qui sont très lourds et un peu peut-être que certaines personnes pourraient trouver chiant, mais du coup, j'ai essayé de créer mon contenu parce que tu me disais que mes vlogs sont quand même assez punchy et que ça va vite, etc. Il y a quand même beaucoup d'insertions, etc. Et c'est travaillé, c'est fait exprès parce que finalement, je me dis, l'une des raisons pour laquelle on reste sur Twitter à scroller pendant des heures, c'est parce que toutes les 15-30 secondes, il y a quelque chose de nouveau qui change et qui va te garder complètement en haleine, en fait. Et donc, mes vlogs sont un peu pensés et construits de cette manière en disant, je vais essayer d'imaginer un thème avec une idée derrière, mais la construction de mon vlog va être hyper rythmée pour que t'aies pas l'impression d'être en train de consommer un contenu qui est un peu lourd, quoi. Et justement, c'est vrai, tu parles des contenus longs. Je considère vraiment les contenus longs comme une réponse à cette frénésie qu'on peut avoir sur Twitter, sur TikTok, mais aussi sur Insta. Hein. Si on se dit les choses avec les Reels, on est quand même là dans des scrolls infinis. Et c'est aussi une réaction à ça, je pense, de succès des formats longs, que ce soit en podcast, mais aussi audio et en podcast vidéo. Je pense qu'il y a on a des personnes sur Internet qui veulent prendre le temps, aller un peu plus en profondeur dans les sujets, arrêter de tout survoler, arrêter de courir après le dernier même à la mode, même si c'est drôle, hein, mais c'est bien de varier un peu les plaisirs. Ça fait du bien parfois de prendre du recul et de prendre le temps, effectivement. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu avais aussi lancé un podcast vidéo. Tu veux nous en dire deux mots? Ouais. Tu vois, dans cette recherche, en fait, je pense que les gens, TikTok, ça a vraiment explosé début Covid. Et un peu pareil pour les podcasts. Et la raison pour moi, c'est parce que les gens recherchent absolument quelque chose d'authentique. Ouais, ils cherchent quelque chose d'authentique, de moins coupé, des conversations, des vraies conversations avec des personnes qui ont des vraies choses à dire. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai voulu créer mon podcast, c'est parce que j'ai commencé à avoir des conversations avec des personnes que je trouvais vraiment très intéressantes et je me suis dit que ce serait intéressant de les enregistrer et parce que moi, je suis en perpétuelle recherche de rentrer dans un débat, d'échanger mon opinion contre celui de quelqu'un d'autre pour apprendre de cette personne et pour pouvoir moi-même j'ai besoin qu'on me challenge sur mes idées et j'ai envie de challenger les autres sur les leurs pour pouvoir essayer d'évoluer un petit peu. Et donc, en fait, par mon podcast, c'est ça, j'essaye de le faire. J'ai aucun... j'essaie de le faire d'une façon quand même assez authentique parce que j'ai pas de... C'est pas ma profession, je suis pas journaliste ni quoi que ce soit, mais donc juste en mode conversation. T'as une histoire, j'ai une histoire, et viens, on en parle, quoi. Et donc, t'appelles ça un podcast vidéo parce que tu as créé une chaîne à côté de ta chaîne principale, c'est ça, hein? Ouais.
Parce que dans l'absolu, qu'est-ce qui différencie parce que ça... Alors pourquoi tu appelles ça un podcast vidéo? Ça peut être juste Parce un qu'il n'est nouveau pas format. disponible. Ouais, parce Ouais, qu'il n'est pas disponible sur les plateformes de podcast en fait. Et ça, c'est d'accord. un tort, il faut que je le fasse. Ouais, Mais bon, toujours ouais, dans cette même notion de je suis un petit peu flemmarde, on va t'aider. je fais le strict minimum, tu vois, pour pouvoir en fait continuer à être créatif. Il faut que Hmm. je me restreins à un minimum autour de ça. En fait, moi, j'aime bien écouter des podcasts audio, mais j'aime Hmm. bien voir les gens. J'aime Hmm. bien lire leurs expressions parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux lire chez quelqu'un quand il te donne une réponse ou quand tu lui poses une question et il y a un regard, quelque chose qui se passe chez la personne et ça m'intéresse parce que bon, bah, Hmm. je suis intéressée par la psychologie, j'aime bien comprendre les gens, quoi, mais donc Et ouais. qu'est-ce que tu vas chercher chez tes invités dans ton podcast qui s'appelle donc Plus sérieusement? Ouais, C'est ça, hein? c'est plus. Euh, Comment? Vas-y. Ouais, non, c'est juste cette envie d'avoir des conversations plus sérieuses, plus profondes, plus poussées sur peu importe la thématique, ça peut changer d'une personne à Hmm. l'autre. Euh, j'ai parlé, euh, j'ai parlé avec Patty Lynn Q, qui est une autre créatrice de contenu qui a grandi dans une église mormone. Et moi, j'ai grandi dans une église baptiste très stricte. Ce sont deux églises, deux dénominations protestantes aux États-Unis qui sont borderline des sectes. Et donc, on en Hmm. a parlé de ça, d'un petit peu de comment on a grandi dans ces idéaux et tout, et comment est-ce que ça a complètement transformé notre perception du monde et des choses. Et j'ai parlé euh, de la vie après avoir des enfants, de comment se trouver dans son rôle de mère. J'ai discuté avec mon frère aussi, donc le radier, de lui, son contenu qui tourne autour des arnaques sur le web et tout. Donc de tout et de rien. Je suis contente de parler politique comme je suis contente de parler rouge à lèvres en fait. Donc Hmm. Trop bien. un peu. Bon, je vais mettre en lien dans le descriptif la chaîne dédiée à ton podcast plus sérieusement. Sandrea, on a déjà passé 1h20 ensemble, ça passe vite. Tu nous racontes un peu tes projets pour 2023. Est-ce que tu as envie d'accélérer, de faire mieux, de faire en plus que tu n'as pas encore fait? Hmm. J'ai Je compte continuer à faire ce que je fais maintenant. J'aime bien décrire le contenu que je fais actuellement comme de la psycho de comptoir dissimulée sous des vlogs qui se veulent fun et spontanés. Mhm, Euh, je documente ma transition, enfin mon éveil, mhm, si tu veux, psychologique, ma transition écologique, etc. J'essaie de créer des contenus qui sont un petit peu plus écrits, un peu plus travaillés sur un peu une sorte de commentaire sur la société, la culture et pourquoi est-ce que les gens font les choses qu'ils font. mhm, Euh, et puis bon, après, hors YouTube, en réalité, je suis pas en train de transitionner hors YouTube, mais pour la première fois de ma vie, je suis en train de regarder à ma vie après YouTube. mhm, Et donc là, je suis dans l'idée j'essaie de revendre ma maison pour mettre de l'argent de côté pour repartir prendre des études de psychologie et pouvoir soit utiliser cette licence pour travailler encore plus mes vidéos ou juste arrêter YouTube et mhm. que sais-je. Bah, t'es encore jeune, t'as le temps. Ouais, mais T'as encore c'est le temps de vivre une deuxième, une troisième, une quatrième vie. C'est ça qui mais est chouette. carrément, carrément, carrément. Mais c'est justement ça que je suis en train de mettre en place quoi pour l'avenir. Les 10 prochaines années, à quoi Hmm. est-ce que je veux qu'elles ressemblent. Ouais, très cool, mais ça peut être aussi intéressant de documenter justement ta licence en Carrément, psycho, de partager ce que tu apprends. carrément. Ouais, Ouais. Et bah, puis en cool. plus, bon, bah, de le faire soit aux États-Unis ou par correspondance en France, tu vois, il y a des trucs qui Hmm. sont, il y a des trucs, il y a du truc.
Yes, carrément. Ben, merci beaucoup, Sandrea, pour ton témoignage, tes tips aussi. On a découvert plein de choses sur tes coulisses, sur tes moteurs, ce qui te permettait d'avancer. Encore une fois, bravo aussi pour ce changement de ligne qui est courageux parce que ça peut avoir un impact, ça a pu avoir un impact sur tes audiences, sur ta portée, on va dire, tes revenus aussi. Donc c'est quelque chose qui n'est que beaucoup ne font pas et parce qu'ils ont peur de le faire. Et toi, tu l'as fait. Donc encore une fois, bravo. Et je suis sûr que quoi enfin, que les choix que tu vas faire là dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, seront aussi gagnants. Merci, ça me fait super plaisir. Merci de m'avoir invité, Christopher, et de m'avoir permise de raconter un petit peu mon histoire. Merci à toi surtout, Sandrea. Allez, au revoir à tous. Au revoir.